On va passer à l'Ukraine. On va terminer sur l'Ukraine, je pense. Donc, un petit point sur le terrain, Pierre-Yves, avant de passer peut-être plus au stratégique. Bon, hier, aujourd'hui, un barrage plus un pipeline détruit. À titre personnel, là, pour le coup, comme je l'ai toujours dit, le brouillard tactique ne m'intéresse pas. Ça, je tiens ça de mon camarade et ami Benoît Billan. Le brouillard tactique ne m'intéresse pas. Je remarque que ces deux attaques d'infrastructures, dont les deux parties se renvoient la balle, si la Russie l'a fait, je verrais plutôt une erreur. Parce que, mis à part de réactiver la propagande ukrainienne et de desservir la Russie, je vois pas le but des Russes là-dedans. Est-ce que Zelensky est capable d'ordonner ou de laisser ordonner que son territoire soit visé pour des faits tactiques légèrement pour des faits tactiques assez peu ragoûtants et qui nuisent à des Ukrainiens? Il l'a déjà fait par le passé. Donc, mais je n'ai pas plus d'éléments, je n'accuse ni l'un ni l'autre. Je n'en sais rien, et en plus, je pense que c'est secondaire. Je pense que, alors la fameuse offensive qui doit débuter tous les quarts d'heure. On rase gratis. Là, on a eu quelques centaines d'hommes levés, donc excusez-moi, pardonnez-moi de pas tomber de ma chaise d'admiration. Je pense que ça fait un peu pchit. Bon. Mais admettons, on va rester là-dessus jusqu'à l'été, à mon avis. L'été où les terres permettront peut-être plus de mouvement. Ou alors la Russie attend tout simplement que l'Ukraine aille à Canossa parce que les pertes sont beaucoup trop lourdes. Et la vague de, le collier de perles des conflits réveillés par le conflit ukrainien ne cesse de s'étendre. Je dois vous rappeler le conflit qui s'étend en Moldavie et le conflit qui s'étend actuellement au Kosovo, où les Serbes ont recommencé à se défendre un peu. Où il faut parfois laisser les morts enterrer les morts et pas aller chercher les fantômes du passé. Tout est en train de se réveiller. À force de jouer avec les conflits gelés, parfois on peut se les prendre, on peut si vous voulez, c'est comme s'asseoir sur une plaque électrique et jouer avec les boutons. Et ben à un moment, c'est la plaque que vous avez sous les fesses qui commence à chauffer. C'est ce qui est en train d'arriver un peu partout. L'Ukraine, si vous voulez, est un État exsangue, quoi qu'on en pense. Alors évidemment, les attaques médiatiques comme les drones, etc., ça permet à Zelensky de pouvoir faire cracher un peu d'argent à ses bailleurs de fonds. Ça lui permet, les destructions d'infrastructures lui permettent d'exiger des armes. Et les levées de population, parce qu'on a beaucoup parlé des levées de population russe, mais il y a eu beaucoup de levées sur le territoire ukrainien. Pour l'instant, il peut remplacer une armée qui, par rapport à celle d'il y a un an, a été largement annihilée. Voilà, on est dans une guerre, je le disais tout à l'heure, une guerre de viande. C'est-à-dire que là, maintenant, ce qui compte, c'est de tuer le maximum de soldats de chaque côté, point barre. Pour deux raisons différentes. L'Ukraine, parce que les Occidentaux veulent un Russe en moins, c'est toujours ça de prix. Et la Russie, parce que elle ne veut pas avoir à refaire cette guerre dans 5 ans. L'épilogue le plus triste, ce que je remarque, et c'est là où on voit l'extraordinaire prescience et l'extraordinaire maturité diplomatique des États, des nouvelles puissances, c'est le plan de paix indonésien qui est parfait. Zone démilitarisée, déploiement de forces d'interposition, référendum sous contrôle international, bien évidemment, dans les zones où est la Russie. Alors, évidemment, l'Occident le refusera, mais ça prouve de la part de la diplomatie indonésienne, titre personnel, c'est un pays qui est assez cher à mon cœur pour différentes raisons, leur extraordinaire maturité et leur contribution à un ordre néo-westphalien. Qu'ils en soient remerciés, même si je pense que l'Occident se fichera de ça comme d'une guigne. Quand je vois ce que nos diplomates font vis-à-vis de l'Ukraine et quand je vois ce que la diplomatie indonésienne, on est de l'autre côté du monde, est capable de faire, eh bien je regarde mes pompes. Croyez-moi.
Mais qu'en est-il de cette proposition justement indonésienne? Une fois qu'elle est là, qu'est-ce qui se passe après? Enfin, De toute façon, Zelensky a déjà tenté 2 fois de négocier avec Moscou. Moscou a accepté les 2 fois. Les 2 fois, l'Occident a sifflé la fin de la récré. Alors en envoyant les 2 fois Boris Johnson, mais Boris Johnson pour le compte du président des États-Unis. Quand Zelensky est allé faire un pas vers Moscou, c'était encore utile parce qu'on n'avait pas les bilans humains catastrophiques qu'on a là. Ça aurait épargné des dizaines de milliers de vies au minimum, certainement au moins 100 000 hommes. Ce qui n'est pas rien d'épargner 100 000 hommes. Je pense que de toute façon, Zelensky n'a plus la latitude. Vous savez, à un moment, de toute façon, Zelensky aujourd'hui ne tient sa légitimité non pas de sa vision de chef de guerre, un peu, mais pas uniquement, mais surtout d'être l'homme qui garantit le contact entre les Occidentaux et l'Ukraine. À un moment, si lui-même la branche sur laquelle il est assis, eh bien tout simplement, lui qui est un acteur de série B de base, eh bien au prochain renouvellement de casting, il saute. Et sauter dans la région, ça peut se faire de bien des manières. Qu'en est-il donc de la visite de Boris Johnson aux États-Unis? Il tente de convaincre les républicains d'une position sur la guerre, enfin. Je pense surtout que Boris Johnson essaye avant tout de bien parler dans les différents camps américains pour maintenir ce qui est le but de Boris Johnson depuis le début. Bon, Boris Johnson, comme tout Anglais, aime bien mettre des bâtons dans les roues, des pop-off dans le grand jeu, d'accord. Mais le but de Boris Johnson, je pense, est britanno-britannique. C'est-à-dire de bien faire comprendre à l'ensemble de l'échiquier politique américain que l'Amérique a besoin d'alliés fermes en Occident. Là, ça lui donne je dirais même le prétexte d'utiliser. Je pense que pour Boris Johnson, la guerre d'Ukraine a surtout été un prétexte pour dire aux Américains, vous avez besoin du retour de puissance de la Grande-Bretagne. Parce que c'est tout ce qui manque pour la Global Britain. Et qui a détruit la puissance anglaise? Boris Johnson? Certainement pas. Il est l'homme qui a voulu le mieux la servir, ou la reconstituer. Mais pourquoi la puissance anglaise avait besoin d'être reconstituée? Qui l'a tué? Anthony Blair. Bassora, par exemple, a été le cimetière de la puissance militaire britannique. Monsieur Blair, dont les langues les plus déliées à Londres n'hésite pas à accuser Tony Blair d'avoir beaucoup plus travaillé pour l'Amérique qu'il n'a travaillé pour la Grande-Bretagne. Donc ce que je pense, c'est que Boris Johnson dit ce qu'il a toujours dit, c'est-à-dire que... Et il dira la même chose avec les Chinois, hein, je vous le dis tout de suite. Vous avez peur des pop-off, vous avez besoin d'une Grande-Bretagne forte. Vous avez peur des Chinois, vous avez besoin d'une Grande-Bretagne forte. Mais demain, s'il faut se battre contre les Lémuriens, vous avez besoin d'une Grande-Bretagne forte. Contre les Martiens, même chose. Contre l'armée d'Hidalgo et de tous ces rats, même chose. Je pense que pour Johnson, la guerre d'Ukraine, ça sert à ça. Et au passage, faire cette tournée aux États-Unis lui permet, dans l'optique de son retour, parce que Bojo est tout sauf mort, de dire aux plus atlantistes du camp conservateur qui, eux, ont bien compris que à la terme, la Global Britain implique non pas la fin de l'axe Londres-Washington, ce serait ridicule, mais un changement d'optique vis-à-vis de Washington, eh bien, ça permet à Bojo de dire à cette part du Parti conservateur qui a eu sa peau, je suis moi aussi en partie atlantiste, même si vous m'aimez pas. N'oubliez jamais que les élections au général britannique, c'est dans 1 an. 6 mois plus tard, il y a la présidentielle américaine. Tic-tac, tic-tac. Et à part ça, le positionnement anglais vis-à-vis de la Russie et de cette guerre. Il y a le positionnement traditionnel de l'Angleterre qui est en partie lié aux théories géopolitiques, même si elles sont très mécanistes. Vous voyez, le Heartland, c'est l'Asie centrale, particulièrement les théories de la puissance océanique de Mahan. D'accord, ok, c'est-à-dire que les Russes étant le pays le plus étendu du monde, il est l'un des cœurs de l'île mondiale que autant que la puissance atlantique
que l'Angleterre, par son caractère insulaire, doit empêcher que cette île mondiale lui échappe. Oui, et puis les Anglais ont une spécialité dans le grand jeu. Le grand jeu pour nos plus jeunes spectateurs, c'est le jeu de la Grande-Bretagne face à la Russie dans le Caucase au XIXe siècle. Oui, d'accord, ça c'est traditionnel. Mais je pense que surtout, parce que objectivement, quand on voit les livraisons d'armes britanniques, je suis désolé de le dire, je suis pas impressionné. Hein. Des vieux dépôts d'Irlande du Nord, ouais. Les Ukrainiens eux-mêmes s'en sont plaints. Hein. Je pense tout simplement que la Grande-Bretagne joue. Alors, faut différencier trois choses. Faut différencier l'optique de Johnson de l'optique. Je passe la clampin, la sous Margaret Thatcher qui était, mais de l'optique de Sunak. Sunak est dans la main du Parti conservateur. Le Parti conservateur, lui, il est dans l'optique traditionnelle de nuire à la Russie. Boris Johnson, il a fait un numéro d'esbrouf comme il sait si bien en faire, tout simplement parce que il était face à Joe Biden. Je vous renvoie au livre blanc de la défense des États-Unis de Donald Trump. L'Union européenne n'y est même pas. L'Union européenne est une ligne, d'accord? Je l'ai lu in extenso. La France a un paragraphe, l'Angleterre a une partie. Vous voyez? Global Britain, avec évidemment la liberté militaire, parce que le problème n'est pas uniquement la faiblesse de l'armée britannique due à son mésusage par Anthony Blair, ça a été l'américanisation du complexe britannique de défense. Je vous rappelle que la Grande-Bretagne n'a pas la propriété de ses missiles et n'a pas la propriété de son arme atomique. D'accord? Les deux sont sous double clé du président des États-Unis, ce qui pour tous les militaires de haut rang britannique est une humiliation. D'accord? Le but de Bojo, c'est de desserrer ça. Et donc, de dire à l'Amérique dans un monde où elle est toujours plus seule à cause de la multipolarité, avant j'étais ton garçon serveur, maintenant je crois que tu as bien besoin d'un ami. Or, sous Biden reviennent les germano-américains du département d'État pour qui l'Europe c'est l'Allemagne. D'où le fait, alors que l'Allemagne à la fois est tellement dépendante de la Russie et est en plus un avorton militaire, alors que l'Allemagne a tout fait pour que cette guerre ait lieu. Hein. Nous, on y était en 2014. Hein. Je vous renvoie à la conférence de Romain Bessonnet qui dit tout. Guerre en Ukraine, qui sont les responsables, qui sont les coupables? C'est l'une des premières confs de 2014 faites par le Cercle Gutenberg de Strasbourg. Oui, les néoconservateurs américains sont souvent d'origine allemande et polonaise, justement. Enfin, et allemande. Oui. Alors, il y a de ça. Alors, attention, puisque beaucoup de gens s'amusent à ironiser sur, justement, leurs origines, parce que il y en a beaucoup sans confession juive, donc ça fait un lien avec Israël, blablabla, bon, très bien. Il y a en effet beaucoup de germano-américains parmi eux. Je rappelle par exemple que les néoconservateurs aujourd'hui, même si beaucoup d'entre eux sont de confession juive, sont totalement en opposition avec le programme de Benjamin Netanyahou, qui est clairement une politique d'équilibre avec New Delhi, Moscou et Washington, et même Pékin. Donc Netanyahou à ce niveau-là était un précurseur. Hein. C'est le premier des populistes, et c'est le premier certainement des multipolaires, ou du moins l'un des premiers. Donc, beaucoup de néoconservateurs sont des germano-américains, mais surtout, les germano-américains sont encore plus présents, parce que le problème des néoconservateurs, c'est que ça fait saut 90, tu vois. Là, on n'est pas affaire à des néoconservateurs, on a affaire à la gauche atlantiste. Ce qui est la branche néoconservatrice historique qui était démocrate, mais qui, contrairement aux néoconservateurs tels qu'on les a connus, par exemple, quelqu'un comme Paul Wolfowitz ne vous dira pas qu'il faut raser un pays parce qu'il n'a pas de gay pride. Il n'a pas le logiciel pour le faire. La gauche atlantiste, oui. Le Monde diplomatique a fait un article lumineux là-dessus, il y a 3 mois de ça. Donc, vous avez les néoconservateurs d'un côté, vous avez la gauche atlantiste de l'autre. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Ils changent de dénomination par rapport à là où ils sont. Et sur certains points, ils ont des différences d'angle. L'heure avance, Pierre-Yves. Avant de passer aux questions des internautes, il y en a quelques-unes. Je voulais juste peut-être que tu nous précises, on a parlé un peu rapidement du Kosovo, le parallèle entre cette guerre, ce conflit, qui se passe au Kosovo entre Serbes et majorité albanaise,
et face à la KFOR, dite force de stabilisation de l'OTAN, le parallèle avec la guerre en Ukraine. C'est très simple. Revoyez la conférence Troud, mon ami Alexis Troud, donc grand balkanologue, je crois, Troud Bessonnet sur les liens Yougoslavie, guerre d'Ukraine. En réalité, c'est l'acte 2 de la guerre des Balkans, ce que nous sommes en train de vivre. La guerre des Balkans, c'était simple, c'était faire un fossé de sang entre l'Europe de l'Ouest et la Russie. À l'époque, ça visait à mettre sous sa coupe définitive la France. N'oubliez jamais que pour les Américains, l'Allemagne, c'est à eux. Et les Allemands sont le premier flic de quartier de l'Amérique en Europe. Volontairement. Et là, pour le coup, cette théorie rougeronienne, eh bien, François Fillon, oncle fétide, vous l'a avoué en commission. Je vais voir les Allemands pour l'autonomie de l'Europe, les Allemands de 19. Et qui sont très contents, eux, d'être les flics des Américains. Ah, mais il n'était pas content, monsieur Sourcil. Tu vois? Bon, il n'en a pas fait une dépression, hein. Il a pas mis Pénélope au turbin pour autant. Donc, même oncle fétide est capable de l'avoir compris. Donc, comprenez-le quand même. Bon. Or, le grand souci, c'est que à l'époque, la guerre des Balkans vise une Russie qui est faible, mais qui commence à se relever. Nous sommes à l'arrivée de Evgeny Primakov qui annonce Vladimir Poutine est déjà là. Et le but, c'est de mettre définitivement des pays comme l'Italie, suspectés de regarder vers la Russie, des pays comme la France surtout, suspectés de regarder vers la Russie, avant de totalement otaniser l'Europe en faisant entrer ce qu'on a appelé ce que Donald Rumsfeld appellera la Nouvelle Europe, donc tous les laquais de l'Amérique, la Pologne, tous ces pays-là. Bon, très bien. Maintenant, la deuxième acte de la guerre des Balkans, c'est toujours de maintenir cette ligne de sang, mais cette fois-ci, de viser non plus l'Europe, parce que l'Europe c'est fait. Moi, c'est la grande différence que j'ai avec un ouvrage que je vous recommande, qui est celui de François Martin sur l'Ukraine, qui est très bien fait. Mais moi, je ne pense absolument pas que la guerre d'Ukraine vise l'Europe. À Roland-Garros, on se bat sur le terrain, on se bat pas contre le terrain. L'Europe, c'est déjà l'Amérique. Faut que vous arrêtiez de rêver. C'est déjà fait. Mais le but, c'est de maintenir cette ligne de sang pour viser, cette fois-ci, non pas des pays récalcitrants comme la France, eux, ils ont été vaincus là, c'est de viser qui? De viser la multipolarité, donc Moscou, et derrière Moscou, la cible, c'est Pékin, de toute évidence. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.